Nous allons écouter maintenant Marie-Angèle Hermite, qui est chercheure en sciences juridiques et qui a travaillé au CNRS et à l'EHESS. Ses travaux portent essentiellement sur la manière de traiter les entités naturelles dans différents ordres juridiques. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la question de la séparation des pouvoirs. Et je vais partager mon écran avec la présentation. Est-ce que c'est bon? Donc, contrairement à Christelle, je ne suis pas du tout une spécialiste des procès climatiques. Je les regarde euh, quasiment à titre de culture juridique générale. Je ne suis pas spécialiste. Et ce qui m'a frappé avec cet angle de vue très particulier de culture générale, c'est le problème de la séparation des pouvoirs. Donc, c'est un petit point que je vais traiter euh, qui, j'espère, complétera le tableau extrêmement complet que Christelle vient de faire. Alors, oui, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas ma... Voilà, d'accord. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème de la séparation des pouvoirs et on parle moins aujourd'hui de gouvernement des juges, mais on en reparle régulièrement, parce que toutes ces mobilisations d'ordre juridique qui entraînent des risques divers pour les gens, les plaideurs, de risques pénal par exemple pour les décrocheurs de portraits, risque d'être déboutés avec des frais extrêmement importants. Euh, le fait qu'il peut y avoir des stratégies tous azimuts, on vient de parler des stratégies contre les entreprises privées avec le tribunal judiciaire de Nanterre qui s'est déclaré compétent dans l'affaire Total. Mais lorsqu'on s'attaque aux actions et inactions des États, on se trouve devant une difficulté particulière qui est que les juridictions administratives qui sont compétentes peuvent juger les décrets, etc., des États, mais ils sont libres de leur choix politique parce qu'ils ne peuvent pas, et à ce moment-là, ils sont sanctionnés, mais ils sont sanctionnés par les électeurs. Donc, il y a en principe une différence de nature entre ce que l'on peut critiquer sur le plan politique et Dieu sait que dans la stratégie climatique, il y a une part politique qui est extrêmement importante. Et ce qui peut être critiqué, entre guillemets, devant les tribunaux, ce sont deux choses tout à fait différentes. Or, en matière climatique, la frontière entre les deux me semble fuyante. Il y a deux grands types de réponses des magistrats. Il y a en quelque sorte ceux qui ont franchi le Rubicon et le justifient. C'est peut-être sur eux que je vais braquer le projecteur parce qu'il y a surtout une argumentation qui est vraiment intéressante et ceux qui, au contraire, s'y refusent, même si, en réalité, ils jouent avec. J'en suis au premier point que je veux traiter. Donc, la question des juges qui font fi de la séparation des pouvoirs, et je vais accorder une importance tout à fait particulière à l'affaire Juliana aux États-Unis, même si, au bout du compte, c'est un échec, mais il y a l'argumentation d'une juge en particulier, je ne sais pas comment son nom se prononce d'ailleurs, la juge Aiken, euh, qui commence par dire que qui va critiquer la politique américaine en général, mais en tant que politique, sur un certain nombre d'arguments. Donc, elle commence par dire que les jeunes plaideurs, dont certains, la plupart, n'avaient pas encore l'âge de voter pour ou contre la politique climatique américaine, eh bien, le juge est leur seul recours. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les ressources naturelles font partie de ce qu'on appelle là-bas le public trust et que c'est si central pour l'exercice de la souveraineté, ce sont des choses auxquelles l'État n'a pas la possibilité de renoncer.
Donc, ce qui en fait partie, ce sont toutes les ressources naturelles en tant qu'ensemble d'actifs que les gouvernements doivent conserver pour satisfaire les besoins des générations successives, et le législateur ne peut pas en priver l'État. Par exemple, les ports, les voies navigables, ça ne peut pas être détruit, vendu, etc. L'État, en tant que trustee, a l'obligation de conserver le bien contre tout dommage dans l'intérêt de tous les bénéficiaires actuels et futurs. Et elle précise que ça impose des limites à l'exercice du pouvoir législatif. Alors, euh, la politique énergétique et climatique montre que l'État américain, le mot est très fort, a abdiqué la responsabilité qui découle de cette fonction de trustee, et ce renoncement doit faire l'objet d'un procès équitable. Alors, qu'est-ce que dit la juge? La juge dit si la séparation des pouvoirs est un rempart contre la tyrannie, bon, vous vous souvenez à quel point ce principe est un principe absolument euh, euh, essentiel des systèmes démocratiques, elle ne doit pas empêcher tout accès au procès lorsque les droits fondamentaux protégés par la Constitution sont en cause. Or, les jeunes plaignants ont démontré chacun un dommage personnel et concret. Bon, je passe sur les dommages personnels et concrets. Ils ont ainsi démontré le lien de causalité entre leurs dommages, la politique énergétique des États-Unis depuis 1751, ça ne date pas d'hier, et la part considérable de cet État dans le niveau mondial des émissions. Donc, ordonner par la voie judiciaire un changement de cette politique peut réparer en partie le préjudice subi par les jeunes, et elle précise ce droit au procès équitable fait partie du génie de la Constitution américaine qui lui permet de s'adapter aux nouveaux besoins, et il n'y a aucune difficulté à prendre en considération les générations futures comme le faisait déjà Thomas Jefferson. Elle dit n'avoir aucun doute sur le fait que le droit à un système climatique soutenable est fondamental dans une société libre. C'est le fondement de la société sans lequel il n'y a ni civilisation ni progrès, en particulier pour les générations futures. Alors, elle voit c'est très intéressant aussi, dans l'incapacité du gouvernement à admettre que l'on puisse contester son action devant un tribunal, une profonde résistance au changement. Ce serait intéressant que le Conseil d'État le lise. Elle regrette que les cours fédérales aient été trop souvent, je cite, prudence et remplies, je cite toujours, de déférence envers les vieilles habitudes. Le monde en souffre car le système juridique n'a pas su protéger l'humanité de l'effondrement des ressources naturelles finies provoquées par la poursuite incontrôlée du profit. Ce nouveau regard sur le troisième pouvoir, qui doit faire de ces questions matière à procès, retourne donc comme un gant l'argument de la séparation des pouvoirs. Alors, je trouve ça absolument passionnant parce qu'elle prend et je n'ai pas tout cité, hein, évidemment, elle prend le taureau par les cornes, elle admet qu'elle va faire un procès de la politique climatique, de la politique et pas seulement de telle ou telle règle qui ne serait pas conforme au droit, et elle voit dans la situation climatique actuelle le fondement pour changer, au fond, la manière dont les juges, jusqu'à maintenant, ont perçu la séparation des pouvoirs. Alors, la Cour suprême de Colombie a fait un peu la même chose, mais je vais passer très vite parce que ce qui est intéressant surtout, c'est lorsqu'elle dit qu'elle assume son pouvoir d'obliger l'État à changer le modèle anthropocentrique égoïste du système juridique actuel.
avec l'adoption d'un système qui est beaucoup trop consumériste, etc. Et elle ordonne à la présidence de la République le fait d'agir dans tel ou tel sens. Alors, évidemment, très connue est l'affaire Urgenda, mais là aussi, je vais passer vite parce que il me semble que l'argumentation était un peu moins intéressante dans la mesure où le juge euh, a inventé en quelque sorte le fait que les Pays-Bas n'avaient pas une stricte séparation des pouvoirs, mais une distribution des fonctions entre l'exécutif et le judiciaire. Mais finalement, ça revient un peu au même. Ça revient à dire que l'urgence climatique fait qu'on doit changer euh, l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif qui sont mis dans le même camp, si j'ose dire, le judiciaire et les mobilisations citoyennes. Et en fait, le juge, dans ce cas-là, se pose en intermédiaire entre les mobilisations judiciaires et les fonctions exécutives et législatives qu'il se permet de critiquer et d'obliger à changer. Alors en France, manifestement, le respect de la séparation des pouvoirs est quand même au cœur de la jurisprudence du Conseil d'État, même si il essaye, pour dire vite, de jouer avec. Alors, on le voit dans l'arrêt Grande Sainte de novembre 2020, où le maire va très loin puisqu'il demande à l'État de prendre toute mesure destinée à infléchir la courbe, de rendre obligatoire la priorité climatique et en conclut que le fait pour le pouvoir exécutif de s'abstenir le Conseil d'État récuse cette ambition en rappelant que le fait pour le pouvoir exécutif de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement touche au rapport entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative. Alors, pourquoi je dis qu'il joue avec? Parce qu'il aurait pu en rester là. Mais il va avancer un certain nombre d'éléments dont le plus important est manifestement dans cette espèce particulière le fait que la ville est tout près du littoral et menacée par la montée des eaux pour justifier l'intérêt à agir. Et il va finalement à la fois dire que la Convention sur le climat, l'accord de Paris, etc., tous ces instruments juridiques qui sont les instruments qui impulsent les réactions contre le changement climatique sont dépourvus d'effets directs, donc le juge ne peut pas les appliquer, mais il précise qu'ils doivent néanmoins être pris en considération dans l'interprétation des dispositions du droit national en se référant aux objectifs qu'elles fixent et qui ont précisément pour objet de les mettre en œuvre. Alors, on peut se demander, même si le Conseil d'État n'entend appliquer que les questions de budget carbone qui sont directement applicables, on peut se demander si cette sorte d'interprétation ne donne pas une certaine consistance au droit mou parce qu'on a appelé la portée interprétative de cette considération sur le fait que des dispositifs qui ne sont pas obligatoires peuvent néanmoins servir à l'interprétation. Est-ce que ça ne modifie pas finalement cette radicalité de la volonté du Conseil d'État de ne pas s'immiscer dans les questions de choix politiques?
On va retrouver la même chose en 2021, toujours dans l'affaire Grande Sainte. Le recours est rejeté en ce qu'il critique le fait que le plan attaqué ne prévoit pas de moyens financiers suffisants dédiés à la mise en œuvre, etc. Or, les critiques qui sont apportées par les associations sont évidemment des critiques tout à fait judicieuses, parce qu'on peut faire tous les plans qu'on veut. S'il n'y a pas tous les moyens, tous ces petits trucs qui permettent de les mettre en œuvre, on fait du discours et on ne fait pas du droit en réalité. Donc, euh, le gouvernement, si on suit le Conseil d'État, peut afficher tous les plans et les objectifs qu'il veut. Il est inattaquable s'il ne fixe pas finalement une norme précise et obligatoire qui, elle, va pouvoir être attaquée ou appliquée devant le Conseil d'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça se passe à la fois de la même manière et différemment lorsqu'il s'agit de pollution atmosphérique. C'est juste un rappel que je fais. À partir du moment où le droit est précis, par exemple en matière de polluants, on ne doit pas avoir plus de temps de dioxyde d'azote, il y a des chiffres, on ne doit pas les dépasser. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'était une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Donc, établir un plan qui serait conforme au droit, ça ne suffit pas. La Cour de justice, là encore, précise qu'il y a une obligation pour la juridiction nationale de faire en sorte que la norme précise soit respectée, y compris avec des injonctions. Et c'est finalement ce qui s'est terminé en 2020 par l'obligation reconnue par le Conseil d'État de diminuer les doses de NO2 sous astreinte par 10 millions par semaine de retard. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui est audible par l'État. Alors, pour finir, le tribunal administratif de Paris, donc tout récemment, le 3 février 2021, il y a des avancées que Christine Cournel a décrites, mais qui ont des limites qui sont liées justement à la séparation des pouvoirs. Le tribunal a été très attentif, me semble-t-il, à sanctuariser la liberté politique de l'État, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle conduise à des catastrophes ou pas. C'est-à-dire qu'il fait le point de ce que l'État a accepté. Il a reconnu l'existence d'une urgence, mais ça n'a pas de conséquences. Il a reconnu sa capacité à agir. Il a reconnu qu'il pouvait agir pour limiter les causes, atténuer les conséquences néfastes. Mais il a aussi choisi de souscrire des engagements internationaux et d'exercer son pouvoir de réglementation à des échéances précises, successives et des objectifs. Alors, est-ce qu'il y a une insuffisance des engagements pris par la France pour atteindre l'objectif de 1,5 degré, ce qui était plaidé par les associations? Et là, le tribunal botte en touche en passant de la question de l'engagement à la question du lien de causalité. Les engagements pris par l'ensemble des États, est-ce qu'ils seraient insuffisants, comme le soutiennent les associations? Il n'y a pas de preuve du lien insuffisant, ces préjudices écologiques invoqués. Or, ce qui me soucie, c'est que je ne vois pas comment il peut y avoir une preuve de lien de causalité au sens
juridique du terme, c'est-à-dire assez précis malgré tout, entre tel préjudice de réchauffement, etc. Ce sont des liens généraux de type scientifique, mais au sens juridique, c'est très faible. Et point par point, le tribunal dit que l'écart ainsi constaté entre les objectifs et les réalisations, dès lors que l'amélioration de l'efficacité énergétique n'est qu'une des politiques sectorielles mobilisables en ce domaine, ça ne peut pas être regardé comme ayant contribué directement à l'aggravation du préjudice écologique. Donc en fait, si vous voulez, il demande des preuves qui sont un peu, me semble-t-il, des preuves impossibles. Et donc, une fois de plus, il retient la seule possibilité de plaider sur la base du budget carbone, qui a été précis et obligatoire, à hauteur des engagements pris, c'est-à-dire autonomie politique sur les engagements. À hauteur des engagements pris et non respectés, là, il y a une possible responsabilité pour éventuelle aggravation du préjudice. Donc, ça me semble être un jeu du chat et de la souris parce que plus les tribunaux vont reconnaître que des engagements précis sont réellement obligatoires et peuvent donner lieu à des astreintes judiciaires, journalières, modèle pollution atmosphérique. En tout cas, si l'Europe ne s'en mêle pas, il va y avoir fort peu d'engagements précis. Et même quand il y a des engagements précis, est-ce que des liens de causalité vont être reconnus? Ça va être difficile. Et surtout, ces engagements, il va falloir plaider contre eux, ce qui va prendre du temps. Là, l'État va prendre un nouvel engagement et il va falloir à nouveau replaider contre lui. C'est-à-dire, il y a une sorte de course-poursuite qui est établie tant que, au fond, la question de la séparation des pouvoirs n'est pas affrontée de manière plus souple que ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en tant qu'observatrice extérieure, si vous voulez, à la question des procès climatiques, c'est que pour l'instant, cette question reste irrésolue et, me semble-t-il, contribue à la difficulté d'obtenir des résultats concrets et rapides par le biais des tribunaux dans la plupart des pays du monde, sauf évidemment quelques-uns, mais qui sont très rares. Voilà, je vous remercie. Merci Marie-Angèle.